C'était du bruit, un gros bruit, ça a duré 15 secondes, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais le temps de sortir du lit, d'arriver dans la rue, les dégâts étaient faits. Des bâtiments qui s'envolent, une éolienne qui s'effondre, la tempête Carmen a frappé l'ouest du pays avec des vents pouvant dépasser 130 km/h. Ce soir, la Corse est en vigilance orange pour le vent et la Gironde pour les vagues submersions. 65 000 foyers sont toujours privés d'électricité. En Iran, un policier a été abattu ce soir. Hier, ce sont 10 manifestants qui avaient trouvé la mort lors de rassemblements dans la banlieue de Téhéran. Le président Rouhani durcit le ton. Trump, lui, applaudit la contestation. 2 policiers, dont une femme rouée de coups à terre. Cela s'est passé la nuit dernière à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Les images ont tourné toute la journée sur les réseaux sociaux. L'exécutif promet la plus grande sévérité pour les auteurs de ces violences. L'addition sera lourde en 2018 pour les automobilistes. Hausse des prix du carburant, des péages, des assurances. Nous détaillerons ligne par ligne la facture. Et puis vous découvrirez un paysage de fin du monde. C'est celui des tempêtes de sable qui se multiplient dans tout le Moyen-Orient. À l'origine de ce phénomène, le réchauffement climatique et la guerre. Bonsoir, bienvenue dans le 20h et bonne année. La rédaction et les techniciens de France 2 vous présentent leurs vœux de bonheur pour 2018. Même si cette année commence dans la tourmente, dans l'ouest de la France, frappé par la tempête Carmen. Un petit village de Vendée, Saint-Paul-Montpény, en a particulièrement subi les vents violents cet après-midi. Plusieurs bâtiments ont été détruits. Le reportage de Pacôme Lemat et Antoine Placier. De loin, l'image fait penser au crash d'un avion de ligne. De près, voilà ce qui reste d'une éolienne de 60 mètres de hauteur. Un amas de débris, projeté à des centaines de mètres à la ronde. L'éolienne a été jetée à terre, peut-être par une mini-tornade. Son pied en acier n'a pas résisté à la force du vent. C'est des vents qui ont peut-être pu atteindre les 200 km/h au moment de la tornade elle-même. Quand on sait qu'ici, cette éolienne a vécu Xintia et qu'elle a résisté. Sur un parc de 7 éoliennes, une seule a cédé. Le phénomène a été violent mais très localisé. Au même moment, à 30 km, le même constat. Une tornade a traversé un village sur quelques centaines de mètres. C'était du bruit, un gros bruit, ça a duré 15 secondes, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais le temps de sortir du lit, d'arriver dans la rue, les dégâts étaient faits. Quoi. Une soixantaine d'habitants ont été touchés. Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts matériels sont conséquents. C'était une cabane qui était bien scellée, qui a pris dedans, qui a volé, vous voyez, un peu chez le voisin. On a eu un trampoline qui est parti directement au fond du lotissement. Des tuiles arrachées partout. Certaines familles ont préféré quitter leur maison, dormir chez des amis. D'autres seront relogés temporairement sur la commune. En tout, 40 départements ont été placés dans la journée en vigilance orange. Ils ont été balayés par des vents atteignant les 130 km/h. À présent, seule la Corse est toujours placée en alerte pour le vent et la Gironde pour les vagues submersions. Dans les départements de l'Ouest, 65 000 foyers étaient privés d'électricité en fin de journée. Sophie Rodier avec nos bureaux de Rennes et Bordeaux. Au large, les creux dépassent 5 mètres de haut et les rafales balayent la côte. À Lacanau, difficile de résister aux bourrasques. Près de Pornic, les automobilistes découvrent petit à petit les dégâts. Cet arbre a été arraché par une rafale. Sur cette nationale de Bretagne, c'est un hangar agricole qui a atterri sur la route, transporté par la seule force du vent. Par chance, il n'y a pas eu de victimes. Un peu plus loin, ces plaques de bois se sont transformées en dangereux projectiles, provoquant un accident. Toute la journée, les pompiers ont dégagé les accès. Les talus sont détrempés et donc les deux éléments, vent et pluie, ont fait que ça tombe. Mais la tempête, ça a été des bourrasques assez courtes, mais assez puissantes. Près de Saint-Malo, le sable de la plage a envahi la route. Les lignes électriques aussi ont été touchées, comme ici, sur la presqu'île de Quiberon, particulièrement impactée par la panne.
Pour travailler sur un pylône électrique à 30 mètres de hauteur compte tenu de ce vent et de l'environnement électrique de la ligne, voilà, ça demande des précautions quand même importantes. Ce soir, il ne reste que 3 départements en vigilance orange. Et on retrouve à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, Pacôme Le Mat. Bonsoir Pacôme. Le calme est revenu ce soir, mais de nombreux foyers restent privés d'électricité. Oui, il y a encore ce soir 65 000 foyers privés d'électricité. Alors plusieurs régions sont concernées, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et jusqu'en Auvergne. Et pour ces milliers de personnes, il va falloir être encore patient. Enedis, en charge du réseau électrique, a prévenu. Il y a de nombreuses interventions, parfois dans des endroits particulièrement isolés. Donc il faut du temps pour maintenir de nouveau l'électricité. Et puis je vous rappelle que les départements de l'Ouest ne sont plus concernés désormais par l'alerte orange ou vent violent. Merci Pacôme. En Iran, les manifestations se poursuivent en ce moment même à Téhéran et dans sa banlieue pour la 5e nuit consécutive. Selon la télévision publique, un homme aurait tiré sur des policiers faisant 1 mort et 3 blessés. Hier soir, ce sont 10 manifestants qui ont été abattus par la police. Après des vœux plutôt conciliants, le président Rouhani a durci le ton. Claire Colnet. C'est une contestation sans pareil en Iran depuis près de 10 ans. Dans les rues de Téhéran, des centaines de manifestants comme hier soir. Certains tentent de renverser cette barrière. Un peu plus loin, d'autres démontent ces plots de signalisation. Des protestataires qui dénoncent la vie chère et le chômage et prennent notamment pour cible les symboles de l'économie. Ici, une banque, à la fenêtre brisée, des distributeurs automatiques vandalisés. Certains manifestants incendient des bâtiments officiels, des dizaines de voitures sont aussi parties en fumée. Et le bilan humain s'alourdit, 12 morts en 4 jours de contestation selon les médias officiels. Aujourd'hui, le président Hassan Rouhani avertit que le régime réagira avec fermeté. Le peuple iranien, dit-il, répondra aux fauteurs de troubles. La télévision publique diffuse en boucle ces images, celles de soutien du régime qui eux aussi descendent dans la rue par milliers. Est-ce pour discréditer les protestataires ? Tous les habitants interrogés dénoncent les manifestations de ces derniers jours. Ces protestations ne sont pas un bon moyen de se faire entendre. Elles sont violentes et ça trouble la tranquillité de la ville. Ce soir, de nouveaux rassemblements sont en cours dans plusieurs villes. Selon la télévision publique, un manifestant aurait tiré sur des policiers, faisant au moins une victime. Depuis le début de la contestation, on a entendu des slogans contre le pouvoir. Mais que veulent précisément les manifestants? Quelle est l'origine de leur colère? Pourquoi éclate-t-elle aujourd'hui? Réponse avec Clément Le Goff, Jérôme Bonny et Frédéric Bonne. Une jeune Iranienne, le poing levé, au milieu des gaz lacrymogènes. Le symbole d'une contestation qui grandit dans le pays. Quelles sont les raisons de cette colère? Les manifestants protestent contre la corruption, la vie chère et les difficultés économiques. Sur cette photo prise samedi à Téhéran, une étudiante brandit ce slogan « Plutôt mourir que d'être humilié ». Des jeunes essentiellement, chômeurs ou étudiants, tous reprochent au président réformateur Hassan Rouhani, réélu en mai dernier, de ne pas tenir ses promesses de prospérité. Partout, la crise économique est là, le chômage est là, la corruption est là, et les gens se disent on devait sortir de la crise, or aujourd'hui rien ne se passe, et des gens riches sont encore plus riches, rien ne bouge. Quelle est la situation économique du pays? Ces derniers mois, l'inflation a diminué en Iran, mais elle reste élevée, tout comme le chômage. 12,5% de la population est sans emploi, 27% chez les jeunes, selon les chiffres officiels. Les sanctions internationales liées au nucléaire n'ont été que partiellement levées. Le blocage des États-Unis reste un frein au développement de l'économie. Alors une sortie de crise est-elle possible? Depuis 5 jours, le mouvement parti de la 2e ville du pays, Mashhad, n'a cessé de gagner du terrain. Rien à voir pour autant avec les manifestations monstres qui avaient secoué l'Iran en 2009. Aujourd'hui, la contestation n'a pas de leader, un mouvement populaire dont il est difficile de dire s'il est spontané ou organisé.
Il a le bouton nucléaire à portée de main sur son bureau. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a de nouveau agité la menace d'une attaque contre les États-Unis lors de ses vœux. Mais il assure également que son pays est pacifique et responsable. Et il se dit prêt à envoyer les athlètes nord-coréens aux JO d'hiver en Corée du Sud. Arnaud Millet. Un feu d'artifice pour accueillir la nouvelle année comme partout ailleurs. Mais ce sont les vœux de Kim Jong-un qui ont retenu l'attention du monde entier. Costume clair, faucilles et marteaux, 7 micros, pas moins, et un discours au ton menaçant. Les États-Unis sont à la portée de nos tirs nucléaires. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les Américains doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Les tensions entre Pyongyang et Washington ne sont pas près de s'apaiser. D'autant que le dirigeant nord-coréen veut pour la nouvelle année produire davantage de têtes nucléaires. Si 2017 fut l'année de tous les dangers, 6e essai atomique en septembre, tir de missiles balistiques intercontinentaux comme celui-ci, échange d'insultes à répétition avec le président américain, 2018 promet la même chose. Malgré les condamnations unanimes et le durcissement des sanctions des Nations Unies, la Corée du Nord ne renonce à rien. Ou presque, car étonnamment, Kim Jong-un a proposé d'envoyer une délégation d'athlètes aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud voisine le mois prochain. Une main tendue à Séoul, peut-être le début d'une période d'apaisement dans la péninsule coréenne. Les images circulent sur le net depuis le début de la journée. Elles sont choquantes. On y voit 2 policiers, dont une jeune femme, être roués de coups au sol alors qu'ils interviennent pour mettre fin à une bagarre. Cela s'est produit hier soir à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. Nous ne montrerons pas cette vidéo filmée par des personnes passives ou complices. Le ministre de l'Intérieur et le président promettent de retrouver et de punir les agresseurs. Mathieu Boisseau, Jérémy Normand et Christian Mirabeau. Une policière au sol, rouée de coups par une dizaine d'agresseurs. Cette vidéo et plusieurs autres, témoignant de violences contre les forces de l'ordre, ont rapidement été diffusées sur Internet. Nous avons choisi de n'en montrer que quelques photos. 23h30 hier soir, à 15 km de Paris, 3 véhicules de police au moins arrivent séparément à Champigny-sur-Marne, sur les lieux d'une soirée privée organisée sur Facebook, en train de dégénérer. À l'intérieur de la salle, les organisateurs sont débordés. Comme on le distingue sur ces images, extraites d'une vidéo amateur, plusieurs dizaines de personnes forcent l'entrée et provoquent l'effondrement d'un mur. À l'extérieur, la foule renverse une voiture. Quand les policiers arrivent, 2 d'entre eux, un homme et une femme, sont frappés. Le premier souffre d'une fracture au nez, la seconde de contusion. Leurs collègues s'indignent de la violence des agresseurs. Vous avez énormément de badauds autour qui sont en train de filmer une agression d'une policière qui est au sol, qui se prend des coups, et vous entendez autour des rires. Donc c'est véritablement pris comme un jeu pour ces individus-là. 2 personnes sont en garde à vue pour des dégradations en marge des violences, mais les agresseurs sont toujours en fuite. Emmanuel Macron promet que les coupables du lynchage, lâches et criminels des policiers seront retrouvés et punis. Il y a quelques minutes, Gérard Collomb est venu apporter son soutien aux collègues des policiers blessés au commissariat de Champigny-sur-Marne. C'est totalement déplorable parce que lorsque l'on s'en prend à une femme qui est à terre, je crois que c'est une conduite totalement inadmissible. Indignation partagée dans toute la classe politique. Laurent Wauquiez dénonce une attaque inqualifiable. Marine Le Pen, elle, réclame une réforme de la légitime défense. Les 2 policiers sont en arrêt de travail pour 7 et 10 jours. Ils sont ce soir sortis de l'hôpital. On vous a déjà beaucoup parlé des augmentations classiques du 1er janvier, mais il y a une catégorie de Français qui va particulièrement voir sa note gonfler. Ce sont les automobilistes. Augmentation des prix du carburant, des péages d'autoroute, mais aussi des PV pour les plus négligents. Et ce n'est pas tout. Justine Veil, Manon Descoubes et notre bureau de Strasbourg ont fait le calcul. 2018, annus horribilis pour les automobilistes. Première augmentation à la pompe ce matin. Plus 7,6 centimes le litre de gazole, plus 3,9 centimes pour l'essence. Une hausse due à la flambée de taxes, plutôt mal accueillie par les conducteurs. Ça commence à faire vraiment cher le plein là. On commence à compter les kilomètres. Autre facture qui va s'alourdir, l'assurance. Les contrats devraient augmenter de 2
à 3% en moyenne. Il coûtera aussi plus cher de passer au garage. En mai, le contrôle technique devient plus complexe. Plus de 400 points à contrôler contre 124 aujourd'hui. Résultat, un contrôle plus long et donc plus onéreux, 15 à 20% de plus. Cette année, il coûtera aussi plus cher de prendre l'autoroute. Le mois prochain, ce sont les péages qui augmentent leurs tarifs, plus 1 à 2%. Enfin, explosion du prix des amendes de stationnement dans la plupart des villes. Fini le tarif unique à 17 €. Désormais, les communes fixent elles-mêmes leur montant. À Strasbourg, par exemple, le PV est multiplié par 2. Stationnement, c'est de 17 à 35 à Strasbourg, c'est énorme. C'est énorme. C'est parfaitement inadmissible et que les gens sont devenus des vaches à lait, notamment les automobilistes. Et on veut que les gens achètent des voitures, mais il faut qu'elles restent au garage. Seule bonne nouvelle pour les automobilistes, une prime à la casse renforcée. Jusqu'à 2 000 € pour les voitures de plus de 12 ans, à condition bien sûr d'acheter une voiture neuve. Et puis on a appris aujourd'hui qu'en 2017, les ventes de véhicules diesel étaient passées sous les 50% pour la première fois depuis 2000. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. C'est un tournant. Il y a tout juste 5 ans, elle représentait les 3/4 des achats de véhicules. Oui, regardez les chiffres, les ventes de véhicules diesel représentaient 73% des immatriculations en 2012. Et bien 5 ans plus tard, seulement 47%, 47,3%. Les Français achètent désormais moins de voitures diesel que de voitures essence, mais les diesels achetés les années précédentes continuent bien sûr de rouler. Résultat, 6 voitures sur 10 roulent encore au gazole dans le parc actuel. Et pourquoi se détourne-t-on du diesel ? Alors, plusieurs raisons. D'abord, la fiscalité, on vient de le voir, hein, les automobilistes anticipent un gazole de plus en plus lourdement taxé. Ensuite, les scandales à répétition, hein, le fameux Dieselgate. Enfin, la pollution spécifique de ce carburant. À Paris, la fin du diesel est programmée dès 2024. C'est la fin d'une exception ou au moins d'une particularité française. Exactement, avec 47% des ventes, eh bien la France revient dans la moyenne européenne. Alors au-dessus du Royaume-Uni et de l'Allemagne, hein, 42%, mais en dessous de l'Espagne et de l'Italie, 56%. Merci Jean-Paul. En 2018, vous allez pour la dernière fois payer des impôts sur les revenus de l'année précédente. Ce décalage disparaîtra dans un an, le 1er janvier 2019, avec le passage au prélèvement à la source. On parle d'une année blanche en 2018, mais qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que les contribuables ont à y gagner ou à y perdre ? On fait le point avec Laurent Desbonnets, Frédéric Pilard et notre bureau de Nice. Tout l'argent que vous gagnerez cette année échappera-t-il à l'impôt ? Pour la dernière fois en 2018, vous paierez vos tiers ou vos mensualités sur les revenus de l'année précédente, 2017. Et à partir de janvier 2019, l'impôt sera prélevé directement sur la fiche de paie sur les revenus de 2019. Mais tous les revenus de 2018 ne seront pas pour autant oubliés par le fisc. Les revenus exceptionnels seront bien taxés. Plus-value immobilière, primes d'intéressement ou participation touchées cette année devront être déclarées. Une manière d'éviter tout abus. Si vous faites des montages spécifiques pour grossir les revenus 2018, là ce ne sera pas possible. Le fisc a bien entendu mis en place des mécanismes anti-abus pour éviter les effets d'aubaine. Mais certains pourraient quand même y gagner. Par exemple, les salariés qui touchent un bonus ou une part variable plus importante en 2018. Ces sommes ne devraient pas être taxées. Tout comme ceux qui peuvent se faire indemniser les RTT au lieu de les poser. Une incitation donc à travailler plus cette année. Mais attention, pas d'optimisation fiscale. Le fisc aura jusqu'en 2022 pour vérifier que vous ne gonflez pas artificiellement vos revenus cette année pour échapper à l'impôt. C'est un phénomène spectaculaire et nouveau, capable de paralyser tout le Moyen-Orient. Les tempêtes de sable sont de plus en plus fréquentes dans cette région. Elles provoquent la nuit en plein jour, clouent les avions au sol. Elles sont liées au réchauffement climatique, mais pas seulement. La guerre les amplifie. Reportage de nos correspondants Franck Genozo et Dionne Messina. Un mur de sable et de poussière qui, en l'espace de quelques secondes, recouvre les eaux paisibles du Nil. La ville d'Assouan en Égypte disparaît sous un épais manteau de particules du désert. Encore rare il y a quelques décennies,
Les tempêtes de sable font désormais partie du paysage au Moyen-Orient, toujours plus impressionnantes, comme ici à Jérusalem. Il y a du sable partout. Si je passe ma main sur la rambarde, regardez ce que ça donne. Capable de mettre à mal l'économie d'un pays. Oh oh, on va se faire engloutir. Ou comme ici au Koweït, de paralyser la circulation. Ça y est, ça s'obscurcit. Le soleil est bloqué par une tempête de sable. Oh mon Dieu, on voit vraiment plus rien. Enquête sur ce que les spécialistes appellent le houboub, littéralement le phénomène en arabe. Ce jour-là, dans le nord d'Israël, une tempête de sable s'approche. Regardez comme c'est poussiéreux aujourd'hui. J'ai pas souvenir qu'on avait ça il y a 20 ou 25 ans. Cette habitante travaille pour le téléphérique de la ville. Les tempêtes de sable dans cette zone aux confins du Liban et de la Syrie, on commence à y être habitué. Je sens que c'est un peu plus difficile à respirer. Aux infos, ils ont demandé aux femmes enceintes, aux personnes avec des problèmes respiratoires et aux personnes âgées de rester confinées chez elles autant que possible. Dangereuses pour la santé, pourquoi ces tempêtes sont-elles de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses? Nous avons rendez-vous quelques centaines de kilomètres plus au sud, dans le désert du Negev, où cet observatoire météorologique nous ouvre ses portes. On voit toujours la tempête à l'horizon, les particules sont toujours en suspension. Cela va prendre plusieurs jours avant qu'elles ne se dissipent. Grâce à une batterie d'instruments futuristes, ces chercheurs surveillent l'évolution de ces tempêtes de sable. Des phénomènes de plus en plus violents, comme celui enregistré la veille. Waouh! C'est la plus grande que j'ai vue dans ma vie. Une tempête géante qui s'explique d'abord, dit-il, par le réchauffement climatique rapide que connaît actuellement la région. Il y a une augmentation des températures, une diminution des précipitations et une désertification qui s'accentue. Les terres cultivables s'assèchent progressivement et deviennent friables. Elles sont ensuite facilement effritées par le vent. En 15 ans, la végétation a diminué de 30% au Moyen-Orient. Mais cela ne suffit pas à expliquer le phénomène observé en septembre 2015. La tempête du siècle, toute une région plongée dans le sable. 12 morts, des centaines de patients en détresse respiratoire. Et des avions, cloués au sol comme ici en Jordanie, submergés par une impressionnante vague de poussière. Cette tempête dévastatrice a dérouté les météorologues du monde entier. Comment expliquer la naissance d'un tel monstre observé ici depuis l'espace? Certains scientifiques ont fini par identifier un facteur aggravant, la guerre en Syrie. Avec l'exode massif des populations, l'activité agricole s'est effondrée, des terres laissées à l'abandon, comme ici, dans la périphérie d'Alep. Avant la guerre, ces immenses bassins permettaient d'alimenter en eau une bonne partie de la province d'Alep, notamment pour l'irrigation des cultures. Les combats ont lourdement endommagé ces infrastructures, laissant derrière eux une terre particulièrement aride et friable. Pour certains experts, l'impact de la guerre en Syrie ne fait aucun doute. En reconstituant la trajectoire de la tempête de 2015, celui-ci a constaté qu'elle avait balayé le pays du nord au sud, avec sur son chemin une ville stratégique, la cité antique de Palmyre. Il y a eu là-bas beaucoup d'activités militaires dans les mois qui ont précédé la tempête. Les véhicules, les chars ont détruit la croûte terrestre en une poussière qui s'est ensuite soulevée au passage de la tempête. La guerre a accentué un phénomène né du réchauffement climatique. Et les spécialistes ne sont pas optimistes. Selon l'ONU, certains pays comme l'Irak pourraient d'ici 10 ans connaître 300 jours de tempêtes de sable par an, rendant la région par endroits difficilement vivable. Environnement toujours, nous Français ne sommes pas les rois du recyclage, même si nous avons fait quelques progrès. En Europe, les champions du tri sélectif sont les Suédois. Ils recyclent quasiment tous leurs déchets. Voyez comment avec ce reportage de Claire Colnet et Baptiste Rimbert. C'est un pays qui a fait de ses déchets une mine d'or. On fait du business et en même temps, on sauve l'environnement. La Suède, c'est 4 400 000 tonnes d'ordures chaque année et 1% seulement qui finit dans des décharges, contre 25% en France. Comment la Suède valorise-t-elle ses déchets? Pourquoi une telle avance?
sur le reste de l'Europe. À 100 km de Stockholm, à première vue, c'est un centre commercial classique. Vaisselle, meubles, appareils électroniques. Mais ici, 100% des produits sont recyclés, un concept unique au monde. Ces ordinateurs, par exemple, sont réparés un à un avant d'être revendus. Et voilà, il revit. Ce sont les habitants qui les déposent gratuitement. Ça, c'est un lecteur DVD et VHS. Et il fonctionne. Je déménage et il y a beaucoup de choses que j'emporte pas avec moi. Des trésors apparaissent. Oui, et quelqu'un d'autre peut les utiliser, c'est bien. Une culture du recyclage profondément ancrée dans les esprits. Ce Français, installé en Suède depuis 12 ans, a bien dû s'adapter. Tous ces déchets, il les trie méticuleusement. Alors justement, la peau de banane, elle va ici là, dans le sac de déchets organiques. Les sacs poubelles sont fournis gratuitement par la ville de Stockholm et les règles sont précises. Pas question de mélanger les déchets. Là, on va avoir le sac avec tous les plastiques. Et ici, je vais mettre tout le reste, c'est-à-dire le papier, les magazines, les bocaux en verre, le métal. Pour s'en débarrasser, 2 fois par semaine, direction cette station de tri. Chaque zone résidentielle a la sienne, avec à chaque fois pas moins de 7 bennes différentes. C'est un geste pour l'environnement qui devient une habitude. Et donc, c'est vrai qu'on est content, chacun à sa petite échelle, de participer à la lutte pour protéger l'environnement. En moyenne, les Suédois déposent dans ces stations de tri 480 kg de déchets par personne et par an. La moitié, le métal, le plastique, le verre va partir directement au recyclage, mais l'autre moitié, elle aussi, va connaître une seconde vie. Tout ce qui n'est pas recyclable est transporté dans des usines géantes comme celle-ci. Déchets ménagers, emballages salis. Ici, 750 000 tonnes de déchets sont traités chaque année. Ces immenses pinces les déposent dans des incinérateurs qui les transforment en énergie. Nous avons des turbines qui créent de l'électricité. Et on crée aussi de la chaleur qui est redistribuée à la population de Stockholm. 100 000 personnes bénéficient ainsi du chauffage et on génère de l'électricité pour 200 000 personnes. Des usines peu polluantes. Selon les autorités, les émissions de CO2 seraient 2 fois plus faibles que la limite autorisée. Et le système est si performant que pour faire tourner à plein ces incinérateurs, la Suède traite même les déchets des autres. En général, dans notre entreprise, 10% des déchets traités sont importés. Ils viennent d'où? Surtout du Royaume-Uni. En 2016, la Suède a ainsi importé 1 400 000 tonnes d'ordures. Un service que les pays étrangers paient 36 € la tonne. Chiffre d'affaires annuel, plus de 50 millions d'euros. Les déchets sont une marchandise pour nous, comme d'autres types de sources d'énergie. C'est une manière efficace de produire de l'énergie et de réduire l'impact environnemental.